J'anime aussi les émissions Parlons Santé. Je pense que vous connaissez Réinfo Santé. Vous connaissez un petit peu, on fait des émissions YouTube sur la santé et la santé intégrative tous les mardis soirs. Voilà, à 21h sur YouTube. Où nous avons déjà invité Eric Ménard. Et pour cette fin de journée, on s'est posé la question de la santé intégrative et finalement comment on peut la définir. Et puis c'est quoi la différence? Que des fois on entend santé intégrative et puis des fois on entend médecine intégrative. Et comment on arrive à faire la différence? Eric, tu veux commencer? Ah, mais je croyais que tu allais donner ton point de vue. Ah bah oui, je pense que son point de vue à lui va être très bien. Vous avez bien... Pardon, vous avez tout de suite remarqué le niveau de parité sur cette table ronde. Hein. Et donc, comme maintenant il n'y a plus de différence entre les sexes, on commence par les hommes. Une fois qu'on a dit ça, donc pour ceux qui n'étaient pas dans la précédente table ronde, moi je suis médecin homéopathe. Et je suis un grand défenseur de la... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je suis un grand défenseur depuis longtemps de la médecine intégrative et de la santé intégrative. Il se trouve que ma pratique fait que j'ai un certain nombre effectivement de casquettes. Donc, je suis généraliste et j'assume ce statut de généraliste avec l'utilisation de traitements allopathiques quand j'en ai besoin. J'ai un diplôme d'homéopathie, de phytothérapie, j'ai beaucoup enseigné la phyto. J'ai aussi un diplôme de nutrition, une de mes premières spécialités c'est la nutrition. Et j'ai aussi fait des études de naturopathie, puisqu'à une époque, de naturothérapie, même à l'époque on appelait ça comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec Robert Masson, qui était un grand naturopathe à cette époque, quand j'étais jeune, il y a longtemps. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que depuis tout le temps, j'ai cherché à créer des ponts entre la médecine dite officielle, académique, vous appelez ça comme vous voulez, qu'on appelle parfois conventionnelle aujourd'hui, et les médecines qu'on appelle non conventionnelles, que je ne refuse d'appeler alternatives, parce que ce ne sont pas des alternatives, qu'on peut appeler médecine complémentaire éventuellement, mais qu'aujourd'hui on dénomme sous le terme de médecine intégrative, et j'aime bien ce terme personnellement, en plus il est officiel. Les médecins peuvent dire qu'ils font la médecine intégrative, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser, alors c'est ma façon de le définir, et chacun va le définir un peu à sa façon, mais ça veut dire qu'on va utiliser un certain nombre de thérapeutiques à notre disposition, et chacun en fonction de nos spécialités. Par exemple, moi je ne fais pas d'acupuncture, mais quelqu'un qui est acupuncteur fait aussi une médecine intégrative. Et donc pour moi c'est d'abord et avant ça, c'est-à-dire que j'ai personnellement toujours dit que pour moi il n'y a qu'une seule médecine. Des fois on oppose les différentes médecines, différentes pratiques. Pour moi il n'y a qu'une seule médecine, c'est celle qui soigne. Une fois qu'on a dit ça, chacun va utiliser en fonction de son expérience et de ses formations les thérapeutiques qu'il juge utiles en fonction du patient unique qu'il a devant lui. Et c'est un peu ça que je mets derrière ce terme de médecine intégrative. Et il se trouve qu'on a créé sur la région toulousaine un groupe qui s'appelle REV, R-E-E-V. Je vais passer rapidement sur le sujet, mais où on essaie de créer un centre de santé intégrative. Et il y a une petite différence pour moi entre médecine et santé intégrative. La médecine intégrative, c'est la thérapeutique, c'est ce que va faire le thérapeute. La santé intégrative, elle a un petit truc en plus, c'est qu'il y a l'implication du patient qui est mis au centre. C'est-à-dire que on soigne plus des maladies, on soigne des individus. Et non seulement on soigne des individus, donc dans leur unicité, dans leur particularité, mais en plus, on va les soigner en leur demandant leur avis et en les impliquant. Et on va même aller plus loin. La santé intégrative devrait en même temps travailler sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, pour que le patient devienne vraiment acteur de sa santé et qu'ensuite devienne autonome, même, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Quand il est malade, il a besoin de soignants. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la médecine et la santé intégrative. Et je passe la parole à qui la veut. Qu'est-ce que vous voulez ajouter dessus, en tout cas, sur cette idée d'outil, et puis de remettre, se prendre en charge le soir, hein? Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a une notion d'éducation de la patientèle également dans cette façon de soigner les personnes. Le temps où le médecin du haut de son stéthoscope, si on peut dire, disait vous ferez ceci, vous ferez cela et vous suivrez mon ordonnance, c'est fini maintenant.
Les gens sont déjà éduqués, les gens en savent beaucoup plus qu'ils n'en savaient autrefois grâce à tous les moyens qui existent. Et c'est pour ça qu'à présent, le médecin se doit d'abord d'informer son patient de toutes les possibilités qui lui sont offertes pour se soigner, lui donner le choix parmi ces possibilités. Donc c'est la raison pour laquelle on inclut d'autres, outre les médicaments prescrits habituellement par la médecine conventionnelle, on ajoute d'autres formules avec des soins d'autres sortes, l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéo, tout ce qu'on veut. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont complémentaires et qu'on n'a pas besoin de cloisonner et qu'il faut essayer d'intégrer et de guider les patients le mieux possible en fonction de ce qu'ils ont envie de faire aussi, vers les médecines qui leur conviennent, en les guidant, en leur donnant un guide pour pouvoir choisir parmi ces méthodes celles qui non seulement leur conviennent, mais sont efficaces. Je pense que dans l'idée de l'autonomie et de rendre les patients autonomes, alors on avait l'idée de discuter un petit peu ce que l'on utilisait. Alors moi, mon outil, c'est l'homéopathie uniciste. Ça, c'est sûr. Donc c'est l'homéopathie classique hahnemannienne, comme elle a été créée par Samuel Hahnemann. Il y a aussi cette idée, et ce que je remarque des patients, c'est que c'est une demande. Voilà. J'ai un traitement conventionnel pour un cancer, mais j'aimerais bien aussi prendre de l'homéopathie pour ne pas avoir de nausées, pour que ça se passe mieux, et puis pour m'en sortir, quoi. Hein, voilà, il y a aussi cette idée. Il y a cette idée-là, et je vois aussi, moi je fais des ateliers d'homéopathie familiale pour apprendre à mes patients à utiliser l'homéopathie. Là, il y a la grippe qui circule pas mal. L'homéopathie, elle peut vraiment beaucoup aider. Il faut juste se dire, tiens, quel remède je pourrais prendre, quels sont mes symptômes, et comment je peux aller mieux. Donc ça implique forcément que je me prenne en charge, quoi. Et que je prenne ce temps de me dire qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie pour que je sois malade à cette heure-ci, quels sont mes symptômes, rares, bizarres et curieux. En homéopathie, le temps de l'interrogatoire et de l'anamnèse, il est très long puisqu'on a besoin de précision, on a besoin de comprendre les gens. Et je pense que ça, c'est important aussi pour eux d'avoir des temps de consultation plus longs et que l'on prenne aussi le temps pour eux. C'est clair, il y a une vraie démarche personnelle, c'est-à-dire que la personne qui a une maladie, pour moi, elle va faire ce que j'ai appelé le parcours du combattant, parce qu'elle va aller chercher tout ce qui existe dans les thérapeutiques et qui peut l'amener à retrouver son état de santé. Et pour moi, on va tous dans la même direction, c'est-à-dire l'objectif, c'est accompagner la personne à retrouver son état de santé, et on ne passe pas par les mêmes chemins, qu'on soit médecin, non médecin, selon nos pratiques. Qu'est-ce que tu utilises toi comme pratique ? Alors moi, je travaille beaucoup avec les travaux du docteur Hammer, la médecine nouvelle, les libérations des mémoires transgénérationnelles. Et puis, j'ai quelques années d'expérience dans un cabinet où j'ai réuni sur 4 salles des praticiens différents, avec des outils différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rencontrer autour d'une même problématique avec une même personne. On se fait des échanges avec nos outils différents et on est très complémentaires. Et je trouve qu'on est plus fort dans le résultat thérapeutique quand on se relie avec nos couleurs différentes vers le retour à la santé du patient. Et le patient, il est vraiment pour moi maître de son... C'est lui qui choisit. Mais pour qu'il puisse choisir, c'est important qu'il soit initié. Et donc, il y a tout ce travail, comme c'est opérateur, tout ce travail d'éducation à la santé. Pour moi, c'est plus, on arrive, on se pose, et puis c'est le médecin, je remets tout sur la table, le médecin décide tout, et moi, je pense qu'il y a vraiment une implication personnelle, et pour moi, ça fait partie, ça optimise le résultat vers un retour à la santé. Alors, moi je suis donc médecin généraliste et actuellement j'ai donc arrêté de travailler du fait des injections obligatoires. J'ai repris une activité de coaching avec des thérapeutiques comme l'EFT essentiellement. Donc en fait dans ma pratique de généraliste, je me suis très vite rendu compte que l'allopathie ne répondait pas du tout à toutes les problématiques et notamment que toute la part psychologique de la personne était zappée, aussi parce que les médecins n'ont pas le temps et que les causes psychologiques, et en ça je rejoins Hammer, puisque j'ai aussi appris le décodage avec d'autres professionnels.
professionnel pour voir quelle est la problématique de la personne. Que quelquefois, quand on fait une anamnèse un peu poussée, la personne prend conscience des causes dont elle n'avait pas pris conscience auparavant. Et j'utilise des techniques de thérapie brève, EFT, IEP, EMDR, pour arriver à faire partir tout ça, pour arriver à faire partir les traumatismes psychologiques qui, pour moi, sont à la base des pathologies, le plus souvent. Bien évidemment, quand il y a des injections toxiques, la question se complique. J'utilise aussi la biorésonance, donc avec les thérapies par les fréquences, et la vitamine C à forte dose, dont j'ai appris l'intérêt de la vitamine C à forte dose en 2017, et depuis j'ai beaucoup étudié le sujet et j'ai vu des résultats vraiment assez spectaculaires avec la vitamine C à forte dose. Excusez-moi, quand vous parlez de haute dose, c'est à partir de combien? 3 grammes, de 5 grammes, 6 grammes Je sais qu'aux États-Unis, ils peuvent aller jusqu'à 10 grammes en intraveineuse. Alors en France, on est quand même limité parce qu'on ne peut pas l'utiliser en intraveineux. Il existe la vitamine C liposomale, mais qui, de par son prix, peut être assez rédhibitoire. Voilà. Donc moi j'avoue que je préconise plutôt la poudre. Et donc la poudre, quand on l'utilise diluée, elle va avoir une absorption qui est de l'ordre de 20% au niveau de l'intestin. Par contre, j'ai vu récemment des études de biodisponibilité qui ont été faites, où quand elle est utilisée concentrée avec très peu d'eau, sur un estomac vide, à ce moment-là, l'absorption va être de 70 à 80% au niveau de l'estomac. Donc vous allez tout de suite avoir un pic de vitamine C qui va être très intéressant. Et ça va être assez comparable, ce pic de vitamine C, à celui qu'on peut avoir quand on le fait en intraveineux. Par contre, effectivement, pour pouvoir l'utiliser de cette manière-là, il ne faut pas avoir de problème gastrique, de hernie hiatale, de choses comme ça, compte tenu de l'acidité. Et si on l'utilise de cette manière-là, ça peut être 3 grammes, ça peut être 5 grammes. Par contre, moi j'ai déjà vu des personnes à qui je recommandais de prendre 10 grammes quand c'était dilué dans la journée. Et je pense qu'il y a un souci en France, c'est qu'on n'a pas conscience que l'être humain n'a plus la capacité de fabriquer sa vitamine C. Il faut savoir qu'une chèvre qui va fabriquer 10 grammes de vitamine C par jour. En état de stress, une chèvre peut fabriquer 60 grammes de vitamine C par jour. Donc quand nous, au niveau des recommandations, on est à 250 mg par jour, on est juste à une dose qui permet d'éviter le scorbut. Et il y a eu il y a eu un congrès en 2017 qui a parlé de ça. Ils se sont rendus compte qu'à Fukushima, ils ont fait des expériences et ils ont vu qu'ils ont donné un groupe de la vitamine C et un autre groupe pas de vitamine C. Sur ceux qui allaient travailler, ils suivaient les marqueurs tumoraux. Ils se sont rendus compte rapidement que les gens qui travaillaient, qui n'avaient pas de vitamine C, ils avaient les marqueurs tumoraux en augmentation, et ceux qui prenaient de la vitamine C n'en avaient pas. Donc rapidement, ils ont arrêté l'expérience et ils ont donné de la vitamine C à tout le monde, parce que la vitamine C a la capacité de réparer l'ADN, à réparer 20% de l'ADN, ce qui est quand même assez énorme. Et donc après, ça sera intéressant de l'utiliser en association avec de l'ANAC, du magnésium, de la vitamine D, des acides aminés. Il y a tout un tas de choses à voir qui peuvent se tester et voir quelle quantité il faut prendre. Vincent, je pense que Vincent, tu veux nous parler un peu de tes pratiques? Oui, alors moi, tout ça me passionne. Bonjour, Vincent Reliquet. Je suis médecin généraliste. Certains me connaissent pour ma casquette de rédacteur en chef à mc.org, dans lequel d'ailleurs vous accueillez un autre de nos plus éminents membres, Eric. Oui, alors moi, j'adore tout, mais je suis quand même relativement détesté actuellement par nos instances ordinales, sécurité sociale, fisc, puisque tout le monde me tombe dessus en ce moment, ensemble, pour que ma carrière s'interrompe de manière prématurée. Bon, moi j'ai beaucoup de direction dans mon travail,
puisque j'ai écrit beaucoup, mais j'ai encore un cabinet de médecine générale, dans lequel je soigne avec des sérums marins dans deux indications uniquement, c'est-à-dire la hernie discale et l'arthrose segmentaire. Et si je me suis mis en danger autant pour ces produits, c'est parce que les résultats sont absolument exceptionnels. Et néanmoins, le Conseil national de l'ordre des médecins a décidé d'interrompre la pratique définitivement en France, alors que en Suisse, ça se passe très bien, en Belgique, il y en a partout, en Allemagne, ça ne pose aucun problème à personne. En Amérique du Sud, c'est enseigné dans certaines facultés. Donc voilà, donc mon travail autour des sérums marins m'a fait rencontrer énormément de gens souffrants, et évidemment, à la fin, extrêmement reconnaissants. Et puis, j'ai aussi travaillé sur la micronutrition un tout petit peu, et j'ai écrit un bouquin sur l'iode. Et c'est évidemment, alors là, ça m'a fait amener toute la population, quel que soit l'âge, quel que soit l'état de santé, puisque les carences en iode, on peut démontrer qu'elles touchent absolument tous les organes, tous les systèmes et tous les âges. Donc évidemment, quand on commence à s'intéresser à l'iode, on s'intéresse à nouveau, on remplit à nouveau un cabinet de consultation à longueur de journée, parce que les gens souffrant de carence en iode ne sont aujourd'hui pas capables de trouver des produits qui ont suffisamment de concentration par comprimé. Alors ce que vient de dire ma consoeur sur la vitamine C est exactement similaire avec ce qui se passe avec l'iode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous propose de vous supplémenter avec 150, enfin de vous supplémenter, d'assimiler 150 microgrammes d'iode par jour, et c'est probablement et certainement que la dose qui vous sert à ne pas avoir de goitre. C'est pour ça qu'elle a été définie dans les années 50. C'est parce qu'on s'est aperçu que 150 microgrammes d'iode par jour, eh bien, ça vous évite le goitre. Mais en quoi ça vous amène à la pleine santé? C'est parfaitement imbécile. Alors, à une époque, on pouvait utiliser des doses très très faibles d'iode et ne plus avoir de goitre, ça n'avait pas une énorme importance. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie était de 40 ans. Et quand on a commencé à mettre du sel, à ioder le sel de table, eh bien de toute façon, en 1850, à 40 ans, l'espérance de vie faisait que vous aviez de toute façon plus rien à vivre. Donc ça n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, quand on a une espérance de vie qui frôle les 80 ans, on a d'autres échéances à voir arriver, des pathologies cancéreuses, des pathologies auto-immunes, des pathologies dégénératives, des pathologies évidemment infectieuses, on en rencontrera plus. Et donc là, on a besoin de plus d'iode parce qu'on vit plus longtemps et on a d'autres échéances. Donc voilà, moi j'ai mes deux axes de travail aujourd'hui, à part évidemment l'écriture, c'est l'iode et les sérums marins. Et je voudrais rebondir sur cette histoire de vitamine C. Évidemment, c'est un problème majeur. Alors on parle de médecine intégrative, mais on s'interdit la vitamine C injectable en France. Enfin, vous vous rendez compte? Alors vous savez, il y a encore une possibilité de se fabriquer sa liposomale soi-même. J'ai trouvé un bouquin absolument remarquable, écrit par un père et un fils, dentistes. Ils s'appellent Driss et Saïdi Laïbi. Et ils ont écrit vitamine C, liposomale et cancer. Et ils le fabriquent à partir d'une poudre de vitamine C et un appareil qui vous sert à faire des ultrasons pour nettoyer vos bagues. Vous voyez? Et une fois que vous avez les deux, eh ben, il suffit d'avoir quelques petits ingrédients supplémentaires et vous fabriquez de la liposomale pour quasiment rien, aucun tarif. Et du coup, alors ce que ma consoeur vous expliquait, c'est qu'après, on peut utiliser des doses très importantes de vitamine C tous les jours sans en avoir les effets indésirables digestifs. Et à ce moment-là, on peut commencer à voir des utilisations sur des pathologies très lourdes, etc. Ça ne remplacera jamais l'utilisation injectable de nos voisins étrangers, mais au moins, ça nous permet d'utiliser une dizaine de grammes par jour pour des pathologies infectieuses, etc. Voilà, je vous remercie. Merci Vincent. Je pense que, Eric, peut-être tu veux... Je vais essayer de rebondir sur tout ça pour vous faire prendre conscience d'une chose, parce que ça vous sert à quoi tout ça? Nous, on est un peu ennuyés et on a besoin que les patients, le grand public, les usagers de la santé aussi, puissent finalement nous soutenir par leurs demandes. Si vous avez bien compris mon discours tout à l'heure, moi je n'ai aucun rejet contre l'allopathie.
je suis très content d'avoir des médicaments allopathiques dans plein de circonstances, Vincent aussi, et inversement, il n'utilise pas le terme, il parle de sérum marin, mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'est surtout du plasma de Quinton. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est tout à fait légal dans plein de pays. Et sans avoir l'expérience de Vincent, je sais à quel point ça marche vraiment bien. Et nous, en France, c'est interdit. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun rejet de l'allopathie. Ça fait partie de la médecine intégrative, puisque nous, aujourd'hui, on parle de médecine intégrative aujourd'hui, ici. Et inversement, je ne sais pas pourquoi, enfin, si un petit peu quand même, il y a un rejet de tout le reste. Et on retombe ici, on est dans un congrès qui est basé au départ sur le Covid, mais finalement, c'est un peu le problème. J'ai vu qu'il y avait le livre de Laurent Mucchielli sur la doxa. C'est vraiment un problème de doxa. Donc, nous ne pourrons pas. Vincent le paye de sa personne en étant poursuivi par différentes instances officielles juste parce qu'il a fait quelque chose de tout à fait légal chez nos voisins. Et il ne s'est pas enrichi, etc. Et on peut dire ça de plein d'autres choses. L'iode, la vitamine C, on a des études qui montrent que l'iode joue un rôle sur l'immunité, etc. Mais si on en prescrit des trop fortes doses, on va se faire taper sur les doigts. D'ailleurs, on ne trouve pas en France de produits, c'est impossible de trouver en France des produits suffisamment dosés en iode. La vitamine C, on vient de vous dire que c'était interdit. Moi j'ai connu, pour tout vous dire, à une époque où, il se trouve que j'ai un diplôme de cancérologie, donc j'ai toujours fait beaucoup de cancéro, à une époque, on est allé jusqu'à 150 grammes par jour en perf. Ne croyez pas que c'est miraculeux. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi inversement, c'est qu'on n'est pas en train de vous dire que la médecine intégrative guérit toutes les maladies. C'est une façon, c'est une démarche intellectuelle, comme tu l'as très bien dit, qui implique le patient. Mais on a besoin des citoyens pour qu'ils réclament ce type de médecine et qu'ils défendent ce qu'on essaie, nous, de continuer à prescrire ou à utiliser quand on le peut. Et quelquefois, on est obligé d'arrêter la médecine, de faire du conseil, on ne prescrit plus, ça devient délirant, alors qu'on devrait faire de la médecine avec un diagnostic. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être opérés, il y a des gens qui ont besoin d'une chimiothérapie. Et personne ici ne rejette ça. Et ce qui est agaçant, effectivement, c'est qu'inversement, en face, on nous considère comme des escrocs, comme des charlatans, alors qu'on ne fait qu'appliquer la science qui existe dans le monde. Parce que la vitamine C, moi je me rappelle, je vais vous faire une très rapide histoire, quand j'étais étudiant en médecine, il y a un grand patron, parce que c'était les grands patrons qui nous font les cours, qui nous disent la vitamine C, il faut prendre 50 mg pour le scorbut, même pas 200 à l'époque, 50 mg, tout le reste ça sert à rien, c'est pissé. Je dis bah ouais. Puis à l'époque, il se trouve que moi je me soignais déjà en homéopathie, donc ça m'a interpellé, je me dis quand même, moi j'ai déjà entendu dire que la vitamine C, ça marche, c'est marrant, et il avait presque réussi à me convaincre. Et puis après je me suis dit, mais c'est idiot ce qu'il dit. Tous les médicaments que vous prenez allopathiques, vous les pissez aussi. Mais entre-temps, ils tournent dans le corps et ils font leur effet. Donc dire que, parce que le surplus, et c'est pareil pour l'iode, si vous prenez plein d'iode, vous allez retrouver plein d'iode dans les urines. Mais c'est pas pour autant que ça n'aura pas fonctionné entre-temps. Ça aura circulé dans les organes, ça aura envoyé des messages, etc. Donc c'est vraiment de l'obscurantisme pour moi quand on dit la vitamine C, il faut 50 mg. Maintenant, on a admis jusqu'à 200 mg parce qu'on a dit qu'il y avait un peu d'immunostimulation. Et on rejette des approches. Alors il ne faut pas qu'elles soient faites n'importe comment. C'est vrai que certains font n'importe quoi dans notre domaine aussi. Il faut savoir balayer devant notre porte. Mais en tout cas, le message que je voulais faire passer, c'est que si les citoyens ne réclament pas une médecine plus humaine, plus globale, plus intégrative, il va se passer ce qui se passe déjà, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de thérapeutes, de moins en moins de solutions. Moi, ça fait 35 ans que je suis médecin. J'ai vu disparaître plein de thérapeutiques extraordinaires. Peut-être qu'ici, certains ont connu les sérocitoles, qui étaient fabriqués en Suisse, qui étaient un formidable produit. Ça a disparu. On avait le Carzodélan, qui était un produit allemand injectable, qui était extraordinaire. Ça a disparu. Et je pourrais vous en citer comme ça plein.
Parce que, voilà, et l'homéopathie, même si je pense, elle survivra parce que c'est une thérapeutique très ancienne, elle est très combattue. Et un jour, en France, si ça continue, les médecins auront interdiction de prescrire l'homéopathie. C'est déjà le cas au Canada, c'est déjà le cas en Suède. Donc, et c'est ce qui est dans les tuyaux. Donc vous voyez que nous, on essaie de défendre une médecine intégrative. Et malheureusement, en face de nous, on a des gens qui veulent absolument appliquer une seule doxa et au contraire détruire toute cette notion de médecine intégrative qui n'est que du bon sens et qui correspond à la science. Pour moi, je ne fais que de la science au quotidien. Xavier, tu voulais rebondir? Oui, juste dans exactement la même direction de ce que Dr Renard vient de préciser. À UNS, notre santé 74, on a plusieurs départements où on a ces cellules-là, qui sont des cellules issues de Covid. On a présenté justement le projet de santé intégrative à UNS 74 à des citoyens en leur disant exactement la même chose. On a besoin que vous nous fassiez la demande, et c'est ce qu'on leur a dit, mettez-vous en collectif, réunissez-vous et faites la demande de ces soins-là que vous souhaitez, parce que nous, on ne peut pas faire l'offre, on a des médecins qui sont avec nous, et on ne peut pas, pour des raisons de protection de ces médecins, on ne peut pas faire ce genre d'offre, mais par contre, si le citoyen font la demande, eux, ils n'ont pas de millilule, les citoyens, ils ne sont pas pour chasser, ils peuvent faire toutes les demandes qu'ils veulent. Donc à partir du moment où les citoyens se mettent à solliciter ces thérapeutiques-là, ben, je pense que c'est un vrai chemin. Voilà. Vincent? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Eric, ce qui est fondamental. Évidemment. Pourquoi on est chassé comme ça? C'est parce qu'on est efficace. C'est pas compliqué. Je reviens sur la hernie discale. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une déshydratation discale peut être soignée par la cortisone? C'est absolument aucun sens. Ça peut être soigné par de l'eau, oui, probablement. Et une eau un peu particulière, certainement. Mais vous voyez, à partir du moment où on part avec un mauvais outil qui donne un mauvais résultat pour une maladie qui frappe énormément de gens tous les jours, eh bien, on n'a pas du tout envie de voir arriver des hurluberlus qui arrivent avec de l'eau et qui disent c'est mieux, ou ça guérit. Donc on est chassé, détruit, parce que, pareil pour l'homéopathie, quand ça marche, ça agace. Parce qu'il n'y a pas, ça n'est pas brevetable. Donc on a face à soi des monstres de prévarication qui ont besoin d'avoir tout le marché et qui ne laisseront pas une miette à personne. Alors, ce que je voulais dire pour l'iode, bien sûr, Eric a raison, on n'a pas de produits en Europe qui sont correctement dosés. Mais on peut les acheter aux États-Unis, sur des sites français. C'est complètement débile. Mais la législation européenne vous interdit de mettre plus de 150 microgrammes d'iode dans une gélule quand vous êtes un fabricant européen. En revanche, le fabricant américain, lui, il arrive avec ses comprimés à 50 mg ou à 12 mg et il les propose en Europe et ça passe. Donc je vous le dis, vous avez tout à fait la possibilité de vous prendre des produits chargés en milligrammes d'iode, simplement en utilisant des produits qui sont fabriqués aux États-Unis et qui sont vendus très légalement sur les sites français. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème, on a parlé de la vitamine C, mais je voudrais que vous vous rendiez compte de ce qu'on va voir arriver avec la vitamine D, qui a déjà été estampillé perturbateur endocrinien au niveau de la communauté économique européenne. C'est-à-dire que ces industriels-là ont réussi à mettre le verre dans le fruit sur le fait qu'il faille supplémenter les populations en hiver dans l'hémisphère nord. C'est absolument hallucinant. Alors qu'on connaît exactement, parfaitement, avec des milliers d'études, l'impact qu'a la carence en vitamine D sur la santé de tout le monde, pas que les nourrissons. Et ça, c'est absolument intolérable. Alors, encore une fois, on pourrait s'amuser en regardant ce qui se passe d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Vous avez par exemple l'argent colloïdal, qui est considéré aux États-Unis depuis toujours comme un produit relativement remarquable, ayant énormément d'indications par voie orale. Et c'est considéré comme un détergent en Europe. Vous n'avez pas le droit de boire de l'argent colloïdal en Europe parce que c'est considéré comme un détergent et à New York, ils en prennent tous les jours.
Donc vous voyez, c'est complètement hallucinant. Donc il faut se défendre et évidemment, il faut revendiquer ces médecines-là. C'est des médecines qui viennent du fond des âges et qui auraient été oubliées depuis longtemps si elles étaient inefficaces. Mais précisément, c'est pour ça qu'elles sont toujours présentes. C'est parce que ces médecines sont des bases incontournables. Un jour, un médicament n'est plus sur le marché, mais le sérum marin, l'homéopathie ou l'argent colloïdal, il y sera toujours. Vous voyez ? Donc, il faut se souvenir que ces médicaments ont des vies de 20 ans et que nos produits ont des vies qui comptent en siècles. Donc, c'est pas pareil. Merci Vincent. Effectivement, et moi je voulais juste rebondir sur la vitamine D, parce que j'ai vu en maternité ces dernières années, on donne effectivement de la vitamine D en gouttes aux enfants à la naissance, et là les gouvernements ont décidé de baisser le dosage que l'on donne aux nouveau-nés. Et quand je vois moi j'ai des parents qui amènent des enfants en disant je voudrais de l'homéopathie parce qu'il est tout le temps malade. Et en fait la première question que je pose c'est est-ce que vous donnez de la vitamine D à votre enfant? Ah ben non, on n'en donne plus. Il a 2 ans, on a oublié, on n'en donne plus. Et en fait, je ne donne pas d'homéopathie, je donne de la vitamine D. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, disait la première chose que l'on doit prendre en compte, c'est les privations de santé. Est-ce que le patient a une privation de santé? Si je suis alcoolique, c'est une privation de santé. Si je mange mal, c'est une privation de santé. Si je ne fais pas de sport, c'est une privation de santé. Donc déjà, travailler sur les privations de santé, et puis après, voir comment je peux trouver mon chemin. J'ai une question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous êtes venu à changer d'outil? Parce que moi, si je me suis mis à l'homéopathie, c'est parce que mes patientes enceintes me disaient mais j'ai des nausées, vomissements de la grossesse et il n'y a plus aucun médicament autorisé pour la femme enceinte. Vous pouvez pas me donner de l'homéopathie? Et moi, je disais aux femmes mais je sais pas, j'ai pas appris. Et elles me disaient mais formez-vous, formez-vous. Donc c'est grâce aux patients que j'ai appris l'homéopathie et que je suis là ici, voilà, tout simplement. Je sais pas comment vous êtes venu faire autre chose. Corinne? Moi, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais jeune et suite au vaccin de l'hépatite B, entre autres. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je cherche autrement. Et c'est comme ça déjà que j'ai fait toutes mes formations au niveau psychologique, décodage, PNL, et tout ça. Et ensuite, j'ai élargi mes compétences en ouvrant mes oreilles et en cherchant tout ce qui pouvait être utile, donc entre autres la vitamine C et maintenant aussi les appareils qui utilisent les fréquences, qui envoient des fréquences et qui sont aussi très intéressants. Alors, un peu une histoire, c'est-à-dire que j'ai été condamnée à 18 ans par une SLA, pas une SLA, une SPA, une spondylarthrite ankylosante. Et à 18 ans, j'ai trouvé ça profondément injuste en me disant c'est pas possible. Mon rêve c'était de faire le tour du Mont Blanc, j'habitais en Haute-Savoie. Et j'ai dit bah non. Et j'ai cherché et à 35 ans j'ai trouvé. Et en fait j'ai appris tous ces outils-là, la médecine nouvelle pour moi. Et puis le décodage, la libération des mémoires transgénérationnelles. Pour moi, j'ai d'abord tout utilisé pour moi. Et quand j'ai vu l'effet incroyable, parce qu'à 35 ans j'ai guéri de ce qui n'était donc soi-disant inguérissable, eh bien, j'ai eu envie de partager, je ne peux pas garder ça pour moi, et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'accompagnement avec ces outils-là, et après, j'ai pas cessé d'apprendre plein d'autres outils. Voilà. Mais c'était toujours pour moi, j'ai jamais appris un outil pour les autres. En ce qui me concerne, Vas-y. j'ai commencé ma carrière en tant que médecin généraliste en zone semi-rurale, à travailler comme le faisaient tous les généralistes à l'époque, c'est-à-dire à soigner le plus efficacement possible et le mieux possible, le plus rapidement possible pour être quand même bien vu, c'est-à-dire antibiotiques et corticothérapie, dès qu'il fallait, c'était la bonne pratique de l'époque. Et puis j'en suis venu à curiosité, cité par un de mes amis sur un stage d'homéopathie qui m'a beaucoup intéressé et j'ai commencé tout de suite à mettre en pratique et je me suis aperçu qu'au lieu de balancer des antibiotiques et de la cortisone à des gamins qui avaient une rhinopharyngite, et notamment un faux croup, ce qui est une petite maladie qui arrive très souvent chez les jeunes enfants de la première année, souvent après un coup de froid, cette toux rauque là qui fait très peur et qu'on appelle très vite une bronchiolite, parce que ça dégénère en petite bronchite, eh bien je me suis aperçu qu'en quelques heures, avec 3 médicaments homéopathiques, on arrivait à les guérir et que le lendemain, ils allaient très bien comme la veille. C'est-à-dire qu'avec quelques granules, une dose d'aconite, une dose d'apis mellifica
ou bien encore, quand c'était une otite, mettre du ferrophosphoricum ou c'est bon. Capsicum. Capsicum, merci. Voilà, tout passait très bien. Donc après ça, j'ai continué dans cette voie, j'ai fait de l'homéopathie et j'ai fini ma carrière comme ça. Et effectivement, sans pour autant rejeter systématiquement tout ce qui était allopathique. J'ai quand même fait de la médecine générale jusqu'au bout. Quand il fallait opérer, quand il fallait faire une chimiothérapie, je laissais faire aussi. Mais j'accompagnais avec d'autres thérapies pour justement permettre au sujet, au patient, de mieux supporter sa médecine lourde et parfois agressive grâce à des remèdes homéopathiques par exemple. Voilà comment c'est arrivé. Donc petit à petit, et je pense que ce qu'il faudrait, c'est que maintenant nos jeunes confrères puissent en faire autant, mais le problème c'est qu'ils sont trop peu nombreux, ils n'ont pas le temps et ils ne sont peut-être pas encouragés à le faire. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être vous qui, en insistant auprès d'eux, pourrez les décider à se tourner vers d'autres méthodes. Voilà. Je vais pas te raconter, sauf si vous avez 2 heures devant vous. Non, moi j'ai été mal élevé dès le départ, si vous voulez. Pas par mes parents, qui m'ont bien élevé, qui m'ont noyé d'antibiotiques et de vaccins. Mais il se trouve qu'à 17 ans, un de mes meilleurs amis a été soigné par Solomides pour un cancer qui aurait dû le tuer. À tel point qu'on lui a fêté son anniversaire en juillet. Il était né le 1er novembre. Parce qu'au 1er novembre, il devait être mort. Et on lui a fait un cadeau dont il rêvait. Et en septembre, il rentrait à l'école. Bon, là, j'ai été un peu initié comme ça. Voilà. Et c'est ses amis qui m'ont initié à l'homéopathie. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des ennemis, prenons l'homéopathie, disent ça marche pas. Si ça marchait, ça se saurait, il n'y a pas d'études, tout ce qu'on veut. Okay, vous connaissez tout ça. Mais vous savez qu'ils n'ont jamais prescrit d'homéopathie. Et ils n'ont jamais pris d'homéopathie. Quand les gens nous ont dit il n'y a pas de traitement pour le Covid, c'est n'importe quoi, ivermectine, azithromycine, ça ne marche pas, c'est du charlatanisme, ils ne l'ont jamais prescrit. C'est ça qui est terrible. Ceux qui ont essayé savent que ça marche. Moi, je me rappelle, alors, il se trouve que, pour la petite histoire, donc après, j'ai fait médecine, et finalement, je voulais être pédiatre. Puis un jour, j'ai dit que je voulais pas être hospitalier parce que je supportais pas l'hôpital, et c'est là où j'ai rencontré Robert Masson. Et quand j'ai pris les premiers cours avec Robert Masson, j'étais en 7e année de médecine, il racontait des trucs qu'on m'avait jamais racontés. Robert n'était pas médecin. Il avait découvert la naturo parce qu'il avait un problème personnel, une malformation cardiaque, il aurait dû en mourir, il s'est soigné comme ça. Et il m'a appris des choses extraordinaires sur la nutrition. C'est comme ça que j'ai compris et que j'ai fait nutrition bien avant l'homéopathie. L'homéopathie, ça me paraissait compliqué. Mais je ne sais pas si ça vous est arrivé. Nux vomica après un gueuleton, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle et de m'être levé la nuit. La première fois que j'ai pris ça, je me réveille à 3h du matin avec des nausées, j'avais du picolé, je prends 3 granules de Nux vomica, je me mets la tête sur l'oreiller, et dans les 5 minutes, les nausées ont disparu. Et franchement, et c'est pour ça que je dis, c'est débile de la plupart. On est dans la croyance, et la médecine ne doit pas être une croyance, ça doit être de la science. On ne doit pas être ni dans la croyance ni dans le dogme. Et il suffit d'expérimenter. Les gens qui ont rejeté le traitement de Raoult, il suffisait qu'ils le prescrivent 10 fois pour se faire une idée et qu'ils puissent dire, bah effectivement, ça marche pas, ou malheureusement, j'ai envie de dire, entre guillemets, ça marchait très bien. Et c'est dommage que... Et voilà, et le grand problème, c'est qu'on est critiqué par des gens qui n'essaient même pas, et quand tu demandes d'où ça vient, bah c'est parce qu'à un moment donné, on a une raison, diverses et variées, chacun les nôtres, d'expérimenter, et dit, mais mince, ça marche. Et il ne faut pas croire que ça marche chez tout le monde. Hein. Et un jour, j'ai essayé l'Icopodium, j'ai été malade comme un chien. Parce que ça dépend. Moi, il se trouve que mon terrain, c'est Nux. Donc, Nux vomica, ça marche pratiquement pour tout chez moi. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et un jour, j'ai pris l'Icopodium en me disant l'Icopodium, remède hépatique, je suis un peu fragile.
Et ce jour-là, je me suis dit, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me dit que l'homéopathie ne marche pas, je lui file une dose de lycopodium 15, il va dégueuler ses tripes, et il verra que ça marche. Oui, non mais, bon, et bien c'est ça, quoi. Il faut expérimenter. C'est vrai que on peut que vous inciter. Alors après, il faut être quand même, avoir un diagnostic, ne pas faire n'importe quoi, etc. Mais si vous vous investissez dans votre santé, vous allez trouver vos remèdes. Vous allez, moi, j'ai plein de patients qui me disent ah oui, moi j'ai lu les livres, et je sais, et maintenant ils savent se soigner en homéopathie. Et l'homéopathie, probablement, survivra à toutes les doxas qu'on nous impose, parce que les patients vont les demander, parce que une fois qu'ils auront expérimenté, eh ben, ils vont continuer. Voilà, et c'est vrai de l'homéopathie, c'est vrai des compléments alimentaires, c'est vrai de plein de choses. En ce moment, je ne vais pas spécialement en parler, plein de gens expérimentent le CDS, le dioxyde de chlore. Bon, on en pense qu'on veut. Nous, on n'a pas le droit de le prescrire, parce que sinon, on nous dit qu'on prescrit de l'eau de Javel. Donc ça, on va en prison tout de suite, presque. Bon, ok, les médecins n'ont pas le droit de prescrire. C'est idiot, parce qu'en fait, les gens l'expérimentent. Alors après, certains peut-être l'utilisent mal, peut-être vont l'utiliser alors qu'ils ont une maladie grave, il ferait bien de faire autre chose. Hein, mais c'est dommage qu'on ne fasse pas d'études, qu'on ne permette pas aux médecins d'expérimenter ce qu'on a tous fait ici. Quoi. C'est très courageux, merci. C'est juste parce que on a beaucoup qui se trouvaient. Il faudrait rentrer à l'hôpital, mais alors, nous, à l'école d'homéopathie, on fait expérimenter à nos étudiants le remède homéopathique. Donc on fait ce qu'on appelle une trituration, hein, ils ont le remède, et puis ils le testent, et le premier cours, il termine comme ça. Parce que si on n'expérimente pas, ça va pas, quoi. Hein, donc il y a aussi cette idée de l'expérimentation. Vincent, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, parce que cette discussion elle m'intéresse. Parce que moi, j'étais médecin de SAMU. Moi, je ne jurais que par des thérapeutiques injectables absolument d'une puissance remarquable. Et j'étais grisé par la puissance thérapeutique qu'on avait dans les mains, malgré des détresses majeures de nos patients. Un jour, j'ai arrêté ce métier et je me suis dit, je ne me saoulerai plus de cette joie d'être utile. Eh bien si, parce qu'un jour je suis tombé malade, comme à peu près tout le monde, mais encore une fois je regrette, et je le dis à dessein, je regrette que les médecins ne tombent pas plus souvent malades pendant leur carrière, parce que ça leur fait découvrir la vraie vie de nos patients. Et ils se rendent compte que souvent les pratiques de soins ne sont pas conventionnelles, ne sont pas du tout convenables, et puis parce qu'on s'en rend compte, puisqu'on y est, on est dedans, et on s'aperçoit que ça marche pas. C'est comme ça qu'un jour, alors que j'étais prêt à me faire mettre 2 barres dans le dos pour me traiter d'une hernie discale que personne ne pouvait gérer, on m'a dit, bah tu sais, il y a un gars, il fait de l'eau, il injecte de l'eau sous la peau. Et j'ai dit, mais les gars, rien à perdre, vous avez tout essayé, dans 3 jours, j'ai une barre dans le dos, que je vais garder toute ma vie, j'aurai des douleurs chroniques à vie, je vais essayer l'eau de mer. Et on m'a répondu, oh non, faut pas ça, c'est peut-être dangereux. Alors qu'on allait me poser des trucs dans le dos, des bouts de ferraille de 30 cm dans... Non mais vous rendez avec des vis. Bon. C'est comme ça que parfois on comprend la vraie vie. C'est-à-dire qu'on est médecin, mais on est malade. Et puis tout d'un coup on se dit, mais c'est comme ça qu'on nous soigne. Ben, c'est pas bien, ça va pas. Et ben après on n'hésite plus. Parce que si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour mon voisin. Et puis pour mon voisin, après mon patient. Mon patient, j'en ai fait 10 000 peut-être depuis 15 ans. Et ben comment voulez-vous que je les lâche? Je ne vais pas leur dire, ah ben non, j'arrête parce que j'aurai des soucis. Ou parce que c'est pas une pratique conventionnelle. Enfin, c'est stupidissime. Il faut se battre pour avoir le droit d'utiliser des produits qui sont sans danger. Encore une fois, j'insiste, parce que ce soit de la vitamine C, de la vitamine D, du sérum marin, où est le danger? Ou l'homéopathie, où est le danger? Bon, quand on commence à utiliser des molécules, là, ça devient plus compliqué, parce que des molécules chimiques, parce que là, effectivement, il y a peut-être besoin d'une compétence médicale. Mais quand on a des produits, une banalité absolument totale, on doit, bec et ongle, continuer à utiliser ces produits et à revendiquer l'autorisation. Voilà. Bravo. Merci. Il y a des questions peut-être? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il nous reste 15 minutes. Allez-y. Je voulais poser la question pour la vitamine C. J'ai un fils qui a eu un cancer à rein. Le seul un rein a été atteint.
que je parle plus fort. Parce que Vincent doit pas entendre. Hein, Oui. Oui, j'ai un fils qui s'est fait opérer d'un cancer sur un rein. Et ils ont enlevé un rein parce qu'il y avait que... C'était localisé sur un rein. Donc il lui reste un rein. Et donc il vient de faire... il s'est fait... c'était avant le coronavirus. C'était avant le coronavirus, donc c'est pas à la suite des injections. Mais comme il est... comment dire, malheureusement, je suis la seule complotiste de la maison. Et je leur ai parlé des injections, non. Donc il s'est fait injecter 2 fois, 3 fois, je ne sais pas. Donc Dieu merci, pour l'instant ça va. Sauf que l'autre jour, il a fait la grippe très fort. Les 2 fils, il y en a un qui habite Vincennes et l'autre Tours. Ils ne sont pas contaminés, il y en a un qui est injecté à l'autre. Et donc, suite à son cancer, je lui dis, comme il était malade, je lui dis, prends de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D. Ah non, on m'a interdit le zinc et on m'a interdit la vitamine C. Pourquoi on interdit la vitamine C à quelqu'un qui a un rein unique? Alors, qu'est-ce que j'ai comme argument, moi? Alors, effectivement, moi, ce que j'ai pu voir, j'ai notamment un ami qui a été traité pour une leucémie. Il a reçu un papier de l'hôpital interdisant tout ce qui est phytothérapie, toute la vitamine C, le zinc, l'échinacée, enfin, il y a tout le panel complet, je devais amener le papier puis j'ai oublié, le panel complet des médecines complémentaires qui lui est interdit sous prétexte que peut-être que ça peut interférer avec le traitement. Alors effectivement, on sait que certains médicaments, par exemple, on va prendre du millepertuis, on sait qu'il est inducteur enzymatique, il va avoir des conséquences sur certains produits. D'accord, il y a des produits comme ça. Mais s'il a été opéré il y a de ça plusieurs années, qu'il a un rein qui fonctionne actuellement, il n'y a aucune raison de l'empêcher de prendre de la vitamine C. Au contraire. Je lui dis de vous appeler. Au contraire. Au contraire, la vitamine C peut l'aider. Alors, dans les polémiques sur la vitamine C, il y en a qui disent que ça favorise les lithiases urinaires. Hein, il y a beaucoup de polémiques à ce niveau-là. Moi, j'ai pu vraiment bien potasser le bouquin de Lévy, Vitamine C, la panacée universelle. Lui, il explique qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais je l'ai, le livre. Alors, je l'ai passé. J'ai plein de choses. Je vais moduler les choses. Juste, d'abord, vous soulevez un problème dont on a déjà débattu, qui est que, normalement, votre fils devrait avoir un médecin qui va le prendre en charge de façon globale et qui va donc pouvoir lui donner des produits adaptés à sa situation. La vitamine C, c'est l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, comme son nom l'indique, c'est un acide. Et il n'y a pas de secret, ça acidifie. Donc si vous prenez beaucoup de vitamine C, vous acidifiez votre corps. Si vous acidifiez votre corps, vous favorisez le dépôt de lithiase. Je suis désolé, ça c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il en fera, vous favorisez. Et par ailleurs, comme il n'a qu'un seul rein, il gère moins bien les acides. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'acidose, mais c'est le rein qui permet d'éliminer les ions acides une fois qu'ils sont tamponnés dans le corps. Mais en réalité, il y a une réponse à vous donner. Il suffit de prendre du bicarbonate. Parce que ce n'est pas la vitamine C qui est embêtante. La vitamine C, au contraire, ne peut que l'aider. Mais par contre, elle va acidifier son organisme. Donc il faut alcaliniser en même temps, lui donner du bicarbonate. Le zinc, c'est pareil. Si vous prenez trop de zinc, il doit être éliminé par le rein. Le médecin dit, il n'y a plus qu'un seul rein, on ne va pas l'abîmer. Il faut être attentif à son avenir, à ce rein-là. Mais si vous prenez du zinc à dose physiologique ou si vous dosez votre zincémie, vous risquez rien. Voilà. C'est juste que très souvent, il y a une réponse qui est partielle. Et quand on connaît la médecine, on a les réponses, on sait comment ça marche. Voilà, c'est tout. Donc, évidemment, je déconseillerais de faire des perfusions de vitamine C à haute dose à quelqu'un qui n'a qu'un seul rein, bien que, en réalité, effectivement, à la fin, on n'a jamais eu de vrai problème. Mais sur le papier, voilà. Et maintenant les oncologues, ils ont peur de tout. Et on revient exactement sur ce que je disais tout à l'heure. Les gens ne connaissent pas, ils n'ont jamais utilisé. Et maintenant, à l'hôpital, ils ont peur de tout ce qu'ils ne maîtrisent pas.
et ils l'interdisent. Alors qu'ils ont des thérapeutiques 1000 fois plus dangereuses, évidemment. Je rappelle quand même que entre 5 et 10% des cancers sont liés au traitement du cancer lui-même. Hein? Mais on le sait. Mais ce n'est pas une critique. Puisque le patient il a une maladie grave, on va lui donner un traitement, et si on le guérit de cette maladie grave, on a pris des risques, mais ces risques sont mesurés. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise un vaccin chez quelqu'un qui n'est pas malade, hein, je vous rappelle. Là, pour le coup, là, on peut vraiment discuter du bénéfice-risque. Mais pour autant, ils ont des traitements hyper dangereux. Beaucoup plus dangereux que de la vitamine C ou du desmodium. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, je travaille avec des oncologues très ouverts. Ils utilisent ça tous les jours avec les chimiothérapies. Ils savent qu'il n'y a pas de problème. Ils le savent parce qu'ils l'expérimentent. Et l'interdiction des médecins, malheureusement, vient de leur méconnaissance et de leur peur. Voilà. Donc il y a des réponses à donner à ça. Mais ce n'est pas une réponse juste oui ou non. Il faut s'adapter à chaque cas. C'est ça la médecine intégrative aussi. Hein. Et après, c'est aussi aux malades, encore une fois, de s'informer. Voilà. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas à vous de prescrire la vitamine C à votre fils. C'est normal. Et j'ajouterais que vous ne pouvez pas le forcer, c'est très dur, hein, je pense, pour vous tous qui êtes ici dans la pièce, d'avoir compris des choses sur la santé et d'avoir en face de vous des gens qui ne vous écoutent pas ou qui ne veulent pas aller dans votre sens ou qui ne veulent pas lire et pas entendre. Mais il y a toujours l'idée de planter des graines. Et puis peut-être qu'un jour, cette graine, elle va pousser. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un, on peut juste l'accompagner. Qu'est-ce que vous pensez de la vitamine C ascorbate en cas de problème digestif style hernie hiatale? Est-ce que l'efficacité est aussi... Alors, l'ascorbate... Donc, l'ascorbate de sodium va avoir... Il y a 70% de vitamine par rapport à l'acide ascorbique. Il y en a 70%. Et vous avez quand même beaucoup de sodium dedans. Donc, ce qui fait que c'est contre-indiqué chez les personnes qui sont hypertendues. Hein? Et par contre, effectivement, c'est tamponné, donc au niveau gastrique, ce sera beaucoup mieux toléré que l'autre. L'efficacité, vous en avez un petit peu moins, donc il faut augmenter les doses. Mais voilà quoi, mais ça aura son efficacité, bien sûr. Contre-indication, l'hypertension. Question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hydroxychloroquine, la quinine et le quinquina? La quinine est tirée du quinquina et l'hydroxychloroquine est dérivée de la quinine. Voilà. Donc, après, c'est la même chose, quoi. Alors, c'est pas la même chose parce que pour avoir la dose d'hydroxychloroquine entre guillemets active avec du quinquina, ça va être un peu compliqué. Mais bon, après. C'est quoi le quinquina? C'est la Suze, non? Il y a pas... Donc, la racine de quinquina, faire de la racine de quinquina rouge en décoction, chacun fait comme il veut. Il y a ceux qui veulent absolument des choses 100% naturelles, qui vont utiliser l'armoise, d'autres vont utiliser... encore une fois, il faut s'adapter aux patients. Les patients qui veulent prendre que des tisanes, je prescris plus souvent des gélules en phyto, et voilà... Tout fonctionne. Après, ça dépend de quelle pathologie on parle, de quel patient, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Mais j'aurais pas prescrit du quinquina à quelqu'un qui a un Covid aigu, parce que je maîtrise pas la dose de molécule active, c'est tout. Mais si quelqu'un veut le faire, parce que si ça lui parle et que c'est mieux pour lui. D'accord. Merci. C'est pareil pour l'huile de ligel et l'ivermectine. Alors, c'est pas du... Oui, enfin encore, il n'y a pas d'ivermectine dans l'huile de ligel. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, une question peut-être hors sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la disparition d'un médicament qui s'appelait Extranase, ce qu'on appelle la bromine? Et je trouve que c'était un pur hasard qu'il a disparu, je crois que c'est en 2020, et je sais qu'il avait cette faculté, si vous voulez, de ce qu'on appelle la pellicule lipidique. Et c'est vrai que je trouvais ça vraiment, je ne crois pas au hasard, qui a disparu au même temps que Covid. Donc, si vous avez un avis là-dessus, si vous connaissez, j'aimerais bien avoir votre avis. Je vous suis depuis longtemps. Je ne sais pas du tout si un hasard ou pas, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais c'est toujours le problème de l'enzymothérapie. Tout à l'heure, j'ai cité un médicament allemand qui a disparu, qui s'appelle Carzodélan. Et en fait, c'est de l'enzymothérapie injectable.
Mais voilà, ça a disparu pour des très mauvaises raisons. Ça a disparu au moment de la vache folle. Et l'enzymothérapie est très souvent, au départ, était très souvent d'origine animale. Bon, l'extranase, c'est un formidable médicament qui était un peu sous-dosé, mais qui était gastro-résistant. Simplement, ça n'intéresse pas, parce qu'il n'y a rien à gagner. Donc c'est pour ça que pour moi, il a disparu, parce qu'il n'y avait plus rien à gagner, que les laboratoires n'en voulaient plus. Tout à l'heure, j'ai cité les sérocitoles, qui est un médicament suisse. Il faut savoir que c'était inventé par des Français. Et que moi, quand j'ai commencé médecine, on avait des sérocitoles, ils s'appelaient les spécitons, ceux qui ont connu. C'était dans le Vidal, et c'était même remboursé. Donc, si vous voulez, on est parti de c'est toujours la même chose. C'est dès qu'un médicament n'est plus brevetable, ne rapporte pas assez, on commence par le dérembourser, et puis après, il part dans l'inconnu. Donc, je crois que l'extranase, il a disparu parce que les médecins, on leur a dit que ça servait à rien. C'est l'ananas, alors c'est pas brevetable. Oui, c'est un extrait d'ananas. Donc voilà, mais l'enzymothérapie est toujours très utilisée en médecine intégrative. Simplement, on va utiliser de la sérapeptase, on va utiliser de la bromélaïne, on va utiliser maintenant la natokinase, vous avez forcément entendu parler. Voilà, on est toujours dans le même domaine. Bon, l'extranase, l'avantage, c'est que ça coûtait pas cher, c'était bien. Bon. Ce que je veux dire, en première ligne, pour avoir l'équivalent extranase, parce que j'ai demandé au pharmacien, il était incapable de répondre. Alors là, comme ça, je ne vous le dirai pas par cœur, mais il suffit de chercher, c'est facile. Hein. C'est pas très dosé, hein, l'extranase. Pour tout vous dire, j'ai vu des patients prendre 400 comprimés par jour. En cancérologie, parce que l'enzymothérapie à forte dose, mais j'ai vu des tumeurs se réduire. C'est des gens, bon. On peut le donner à des animaux aussi, à des chats. L'enzymothérapie en cancéro, c'est très intéressant, mais c'était pas très dosé. Donc je pense que ce qu'on a aujourd'hui dans les laboratoires de compléments, c'est. Pour pouvoir faire Encore une question. Encore une question. Oui. Alors, est-ce que vous avez un avis entre l'avermectine et l'ivermectine? Puisque l'inventeur de l'ivermectine a dit si vous êtes dérangé pour obtenir de l'ivermectine, allez voir l'avermectine que j'ai aussi inventé et qui peut passer les barrières douanières. Je connais pas. Ok. Tu connais Vincent? Ivermectine versus avermectine. L'avermectine qui est inventé aussi par le même professeur qui a été J'ai jamais entendu parler. D'accord. Ok. Ah, on apprend des choses. Encore un dossier à ouvrir. Aller creuser. On arrive à la fin de la table ronde. Hein. Peut-être que ce serait bien de faire des petits mots de conclusion. En tout cas, moi, de ce que j'ai retenu, ce que je pourrais dire, c'est que la médecine intégrative, c'est un outil qui est au service des patients. Et puis, les soignants peuvent se former, évidemment, pour pouvoir l'utiliser. Et puis, finalement, c'est quand on a vécu des aventures ou quand les patients nous l'ont demandé qu'on s'y est mis. Et j'aime bien ce que dit Vincent quand il dit qu'il faudrait que les médecins soient plus souvent malades, parce que quand on est malade, on cherche et on expérimente. Et on revient toujours à cette notion d'expérimenter. Essayer, ça coûte quoi d'essayer une granule d'homéopathie? Peut-être que ça ne marchera pas, bon bah tant pis, on changera de remède. Voilà, il va pas se passer grand-chose. Chercher et expérimenter. La recherche, à mon avis, est fondamentale. La recherche personnelle par rapport à ce qu'on traverse. Et ça nous met sur des chemins et ça nous ouvre des portes. Et après, on peut partager entre nous tous. Et je pense que c'est aussi ça, la santé intégrative, c'est qu'on se met tous autour de ces problématiques et on partage le fruit de nos expériences dans nos recherches et nos expérimentations. Et il est important que les patients soient informés et des connaissances pour pouvoir vraiment être acteurs de leur santé. Donc avoir les informations nécessaires. Donc on a aussi un rôle d'information, mais on sait que chacun peut aussi s'informer par lui-même. Et là s'établit un dialogue et la personne est actrice de sa santé et c'est ça qui est important. Oui, je pense que de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la santé intégrative, c'est la collaboration patient-malade, qui, à mon avis, est essentielle. Patient-malade, oui, patient-médecin. Tout le monde est malade, on va. Le lapsus est révélateur. Et c'est essentiel parce que, évidemment, quand on a été malade, moi je disais à une époque, si vous avez un ulcère d'estomac, allez voir un médecin qui a eu un ulcère d'estomac, c'est lui qui vous soignera le mieux. Mais bon, c'est vrai, quand le médecin était malade, il va s'ouvrir. Mais le médecin apprend énormément du patient. Je voulais citer tout à l'heure un exemple en homéopathie qui m'a fait penser. J'ai un neurologue que je vois pour moi, peu importe, mais qui est complètement allopathe, qui n'a jamais fait d'homéopathie. Et un jour, je vois une de ses ordonnances, Cantaris. Et c'était un remède de brûlure urinaire. Vous prescrivez ça, vous?
Ah bah oui, parce que j'ai plusieurs patientes chez qui ça a très bien marché, donc du coup, alors ils prennent, dès qu'il y a des brûlures à tout le monde, il n'y a pas de réflexion homéopathique, mais c'est pour dire, c'est mieux que celui qui dit ça sert à rien, vous faites n'importe quoi. Il a écouté ses patientes, les patientes trouvent que ça marche sur les brûlures urinaires, il le donne dans les brûlures urinaires. Voilà. Je préférerais qu'il fasse de l'homéo, mais c'est pour dire que les patients nous apprennent énormément. Enfin, je pense qu'on est, tous ceux qui sont thérapeutes ici savent qu'on apprend énormément de nos patients si on prend le temps de les écouter, évidemment, et si on accepte effectivement cette démarche de santé intégrative où le patient est mis au centre et où on a une vraie collaboration. Je ne dirais qu'un mot à ce sujet-là, c'est que lorsque l'on pratique l'homéopathie, il s'installe entre le patient et le médecin un dialogue, une coopération. Petit à petit, le patient apprend lui-même à se servir de l'homéopathie, d'autant plus qu'on peut le guider, à trouver le bon bouquin, le bon machin qui peut lui servir, à lui indiquer quels sont ses remèdes de diathèse, de tempérament et de constitution. Donc une fois qu'on lui a expliqué ça une bonne fois, et qu'il le sait, il connaît son remède ou ses remèdes, et la plupart du temps, après il peut se soigner tout seul. Et ça vous donne en plus l'avantage, même quand vous êtes à la retraite, d'avoir des coups de téléphone 3 fois par semaine pour avoir un petit conseil. Voilà. Voilà. Donc apprenez, demandez à vos médecins de s'ouvrir, à vous consacrer quand même le temps qu'il faut sans faire de bavardage, mais au moins à demander des choses efficaces qui peuvent vous servir et vous lui rendrez service en même temps. Vincent, tu veux conclure? Moi, je voudrais dire Attendez, on va faire conclure Vincent. Oui, moi je crois que ma conclusion, c'est le plus grand malade, c'est aujourd'hui en France la médecine. C'est la médecine qui est malade. C'est ces médecins qui ne se parlent plus, c'est ces médecins qui sont séparés en chapelle, et certains ostracisent les voisins. Et là, ça c'est absolument hallucinant, parce que ça, on ne peut plus avancer à partir du moment où on déclare que son confrère n'a plus droit à la parole, ce qui nous frappe tous autour sur ce plateau. On a toujours tous eu des attaques de ce genre-là. Toi, c'est l'homéopathie, ça compte pas. Tu sais bien que tu professes des choses qui n'ont pas de réalité scientifique, alors que c'est faux, etc., etc. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et vous traversez les Alpes, vous allez en Suisse, il y a des cliniques intégratives où tout le monde se retrouve. Il y en a un qui a des soins par massage, il y en a un autre qui a des soins par modification de la température corporelle. Le voisin, il se fait ses perfs de vitamine C tranquille, et puis ensuite il va se faire une thermothérapie. Et puis il y a ceux qui font du quinton. Et puis tout le monde vit en parfaite, pas exagérer, parce que ça commence à aussi pas très bien se passer en Suisse. Mais au moins, il y a cette culture de la tolérance dans le choix du traitement. C'est pareil en Allemagne. En Allemagne, on fait ce qu'on veut de son corps. On a le droit d'aller choisir la médecine qui nous convient le mieux. Voilà. Et chez nous, on a juste le droit de mourir poliment. C'est-à-dire que même si on est à l'extrémité du moment de la fin de sa vie, de toute façon, il y a des traitements qui sont déjà écrits, que vous n'aurez pas le droit de modifier, et qui sont déjà prêts pour vous. Et ça, c'est intolérable. Merci à vous. J'arrive, comme je suis arrivé vraiment à la fin de ce débat. Je suis désolé, vous avez peut-être parlé de Holy Time, la plateforme qui regroupe des thérapeutes tels que des homéopathes, naturopathes, psycho, etc. Vous avez entendu parler de Holy Time? Alors, c'est juste, vous avez entendu parler, vous en avez déjà parlé aussi avant? Ah bon, c'est quelque chose à regarder sur Internet. Holy Time, c'est le nouveau rendez-vous avec votre praticien de santé que vous choisissez. J'ai pas l'action dans le ça fera du mal à Doctolib et c'est très bien. Ils viennent de foutre dehors. Merci Vincent. À bientôt. À bientôt. De toute façon, il y a un match ce soir. Hein. C'est les U20, regarde, c'est les U20. Ouais, U20, ça va passer vite. Salut. Salut. Merci. En tout cas, je suis bien contente. Merci.